évidemment qu'il est extrêmement nécessaire de réformer le code pénal, et je dirais même plus que les lois, les fonctionnements de la justice en ce qui concerne les agressions à l'égard des femmes. Si les femmes ne sont pas suffisamment protégées, effectivement, c'est une question très importante sur laquelle il faut se pencher. Et nous remercions toutes les personnes qui ont travaillé dans ces domaines-là pour faire évoluer la société et pour permettre une meilleure prise en compte des victimes et des victimes. Alors, au-delà de ça, les premiers reproches qu'on peut faire sur ce texte de révision du code pénal, c'est pas sur le texte même, c'est sur la procédure de construction des lois. Puisque, en fait, nous avons été au courant de l'existence de cette réforme et de ce projet de loi. Moi, je dirais peut-être en avril ou en mars-avril, en tout cas, quand ça a commencé à sortir dans la presse. Et c'était même appelé la réforme qui va décriminaliser la prostitution. Enfin, c'était ce genre de choses-là qui est communiqué, alors que c'est un texte qui est extrêmement large et qui va toucher la plupart des femmes, puisque c'est elles qui sont concernées par les agressions sexuelles. Et donc, quand on a pu prendre connaissance de ce texte, il y avait déjà eu pas mal de travail qui avait été fait, et il est déjà pas mal avancé, sans qu'il y ait aucune consultation des associations de terrain. Alors, même sans parler d'associations féministes, sans parler d'associations de femmes, rien que les associations qui accueillent des victimes de violences sexuelles ou qui les soutiennent, mais toutes ces associations-là n'ont pas été consultées. Alors, comme le disait Valérie, énormément de ce type de soutien aux victimes est assuré par la société civile, donc est délégué par les services publics auprès de la société civile, et donc c'est assez logique de tenir compte de l'expérience de terrain pour reconstruire quelque chose qui soit véritablement une prise en compte des problèmes de terrain. Donc ça, c'est clair que non seulement ça ne va pas par rapport aux compétences et aux expériences du milieu associatif, mais ça ne va pas non plus au niveau démocratique. Je veux dire, la démocratie, c'est plus que simplement aller voter. C'est vraiment partir des problèmes des personnes pour les résoudre. Et c'est ce que doit veiller à faire une loi. Alors, en fait, effectivement, le consentement est une notion essentielle et revendiquée par les milieux féministes, puisque c'est souvent là qu'il y a un problème dans les affaires judiciaires quand il y a des plaintes, c'est le fait que la victime se retrouve à devoir prouver qu'elle n'a pas consenti. Et donc, évidemment qu'on salue le fait que le consentement devienne plus défini, mieux défini. La question, c'est de savoir comment est-ce qu'on va rendre effective ce consentement. Comment est-ce qu'on va respecter le fait qu'une femme peut ne pas consentir. Et donc là-dessus, évidemment, c'est pas forcément quelque chose qui doit être mis dans le code pénal et uniquement dans le code pénal, c'est quelque chose qui doit être enseigné dès le plus jeune âge, c'est quelque chose qui doit traverser toutes les couches de la société, que ce soit la directive des procureurs généraux, que ce soit les formations au niveau des policiers, au niveau de la magistrature. Donc ce que évidemment les femmes réclament, les associations féministes, les associations des victimes, c'est une mise en œuvre effective de cette reconnaissance du fait que les femmes peuvent ne pas avoir consenti et que si c'est le cas, on doit pouvoir poursuivre les auteurs. Donc je tiens à préciser que c'est quelque chose de très important, mais la question ici c'est de réfléchir comment est-ce que ça doit être mis en place, comment est-ce que ça doit être mobilisé, et ça ne doit pas forcément être écrit dans une loi juste pour montrer que c'est là, si ce n'est pas efficace. Donc c'est vraiment quelque chose pour nous qui est essentiel. Sinon, on a l'impression qu'on va, je dirais quelque part, mobiliser des mots,
n'est pas forcément la rendant efficace. Donc, parfois, c'est même pire parce que ça donne de l'espoir par rapport à une meilleure justice dans l'avenir. Et en tout cas, notre analyse va dans un sens contraire, va montrer que, nous allons montrer que, en fait, ça va être encore plus difficile si on adopte la réforme comme elle est maintenant. Alors, au niveau des éléments qu'on relève, donc c'est un certain nombre d'éléments qu'on a estimés importants. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, parce que c'est un texte qui, si on reprend l'ensemble de l'avant-projet, l'avis du Conseil d'État, le test genre et le texte de réforme actuel, qui fait 373 pages ou à peu près. Donc ce qui veut dire que ça demande énormément de travail et que d'autres associations s'y sont penchées aussi, et d'autres associations également avec des juristes. Et donc on ne prétend pas avoir fait une analyse exhaustive, mais en tout cas avoir relevé des points qui vont gravement mettre la protection des victimes à mal, en fait. Donc voilà. Alors ces éléments-là, bah, c'est tout ce qui est la charge de la preuve qui est extrêmement lourd pour les victimes. C'est ce qui concerne l'inceste, les conditions de protection des victimes, tout ce qui touche la traite des êtres humains, la publicité pour la prostitution et le droit à l'image du corps. Alors, par rapport à la charge de la preuve, donc il faut savoir que même si ce n'est pas écrit noir sur blanc à toutes les lignes du texte, la réforme prévoit que on va devoir travailler avec le fait que l'auteur doit avoir la connaissance et la volonté de poser l'acte interdit. Donc, c'était ce qui se trouvait dans une ancienne version, sciemment et volontairement. Donc, ce sciemment et volontairement a été supprimé, mais existe implicitement, puisqu'on parle d'une notion de dol général. Et donc, le dol général, ça définit en quelque sorte ce qu'on va devoir prouver pour pouvoir poursuivre une infraction, en fait, pour qu'une infraction existe et qu'on puisse la poursuivre. Et donc, le fait ça, c'est quelque chose de nouveau, donc c'est quelque chose qui n'existe pas dans le code pénal actuel. Donc, le législateur ne précise pas si l'auteur, dans le cas d'une agression sexuelle, doit avoir la pleine connaissance et la volonté de commettre l'infraction. Donc, jusqu'à maintenant, c'est les juges qui décident, entre guillemets, en âme et conscience, comment est-ce qu'ils vont juger la chose. C'est déjà qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas beaucoup de condamnations, qu'il y a déjà 53% des plaintes qui sont classées sans suite. Donc le système actuel ne fonctionne déjà pas très bien, hein. Enfin on peut vraiment le dire. Mais avec cet aspect qui sera transversal à tout le code et qui est le fait que il faudra prouver le dol général, eh bien, ça veut dire que même si on a une définition du consentement qui paraît extrêmement précise, l'auteur pourra quand même dire je ne savais pas qu'elle ne voulait pas, je ne savais pas qu'elle avait bu, je croyais qu'elle était consentante. Et évidemment que ce témoignage de l'auteur, c'est une forme de preuve qu'il n'était pas conscient, ou en tout cas qu'il n'avait pas connaissance du fait qu'il commettait une infraction. Donc ça va évidemment alourdir la charge de la preuve, principalement pour la victime. Je dis principalement pour la victime parce que théoriquement, c'est aussi au ministère public de mener une enquête et de déterminer ce qui s'est passé. Même quand une victime n'a pas porté plainte, le ministère public a une responsabilité par rapport à ce qui se passe dans la société. Mais bon, généralement, la justice attend qu'il y ait une plainte et encore souvent la classe sans suite. Mais dans ce cas-ci, donc la victime qui dans les pratiques actuelles a le plus gros travail
par rapport à la justice, eh bien, elle devra absolument prouver que l'auteur avait la connaissance et la volonté de poser l'acte interdit. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de grave pour nous, puisque ça, c'est transversal à tout le code pénal. Alors que dans certains types de crimes, par exemple l'homicide ou les coups et blessures, on a un homicide involontaire ou des coups et blessures involontaires. Donc c'est pas comme si ça n'existait pas de pouvoir prendre en compte le fait qu'un auteur a commis une infraction, même s'il n'avait pas une pleine connaissance du non-consentement de la victime. Donc ça existe non seulement pour d'autres types de crimes en Belgique, mais ça existe dans d'autres législations, comme des législations nordiques qui punissent les abus sexuels par négligence ou par imprudence, par en fait manque de devoir de prévoyance, par manque de précaution. Et dans les pays où ce type de législation-là sont adoptées, les plaintes augmentent de manière significative. Parce qu'en inverse, on constate plutôt ici que les personnes qui ont porté plainte une fois et qui ont subi une violence secondaire dans les procédures de justice au niveau police, magistrature, etc., en général, s'il leur arrive encore quelque chose par la suite, elles ne portent même plus plainte, tellement c'est compliqué. Alors, pour ce qui est de ces aspects-là, on peut aussi rappeler qu'on est dans le cadre de la Convention d'Istanbul et qui oblige les pays signataires à prendre des mesures législatives et passives de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives au regard de leur gravité. Donc c'est pas vraiment le cas actuellement, puisque vu le faible taux de condamnation, il y a un problème. Donc la réforme ne respecte pas le cadre international dans lequel on se trouve, puisque théoriquement il y a une obligation de protection adéquate et immédiate. Alors on va passer aux aspects de l'inceste, puisque ça aussi c'est quelque chose d'extrêmement sensible, puisque c'est quand même des situations dramatiques, et c'est réclamé que ça puisse être condamné et ça puisse être un crime reconnu dans les lois. Alors donc ici effectivement on a défini l'inceste. Le problème, c'est qu'on a défini l'inceste comme un crime à l'égard des mineurs. Ça veut dire qu'une personne victime d'inceste après sa majorité sexuelle qui est à 16 ans, elle est juste victime d'un crime à caractère intrafamilial, ou en tout cas à partir de 18 ans. Donc, c'est le problème, évidemment, c'est pas le fait que je veux dire, une personne après la majorité, généralement, est toujours sous emprise. Le texte dit que si la personne était victime pendant sa minorité et que c'est prolongé après, du coup, ça reste de l'inceste. Mais le problème, c'est que tout ça, c'est encore, entre guillemets, de la théorie, puisque effectivement, pour que l'infraction existe, il faudra prouver qu'elle a eu lieu. Donc, il ne suffira pas qu'une personne majeure porte plainte en disant « j'ai été victime quand j'étais mineure », pour que le fait qu'elle ait été victime pendant qu'elle soit mineure soit pris en compte aussi pour les faits pendant sa majorité. La plupart du temps, une victime, elle va peut-être, à partir de 35-40 ans, avoir une prise de conscience. Elle saura peut-être prouver ce qui s'est passé il y a 5 ans, ou 6 ans, ou 7 ans. Mais comment est-ce qu'elle va faire pour prouver ce qui s'est passé il y a 20 ou 30 ans? Et évidemment, en l'absence de preuves, en l'absence d'infraction, puisque l'infraction n'est en fait reconnue par la justice qu'à partir du moment où il y a une preuve. Donc cette victime, à l'âge adulte, elle se retrouvera dans une catégorie d'agression sexuelle, enfin c'est même pas agression sexuelle, mais atteinte à l'intégrité sexuelle à caractère intrafamilial,
exactement dans la même catégorie que le viol conjugal. Donc simplement un abus dans le couple alors qu'il y avait déjà eu un accord par rapport à des relations sexuelles. Donc ça paraît extrêmement grave, et ça paraît d'autant plus grave que c'est une façon de définir ce qu'est l'inceste, comme si, à partir de l'âge adulte, les personnes ne pouvaient plus être victimes de ce type d'abus parce qu'elles étaient adultes. Donc il y a vraiment un manque de reconnaissance par le législateur de la réalité des situations vécues par les personnes. Alors, pour d'autres aspects par rapport à la charge de la preuve, on peut citer, même si on a dit que pour l'ensemble de la réforme, on parle dans le général, on peut citer des aspects précis, comme par exemple l'abus de confiance, l'abus d'une position d'autorité ou d'influence. Donc ça peut être un professeur par rapport à ses élèves, un coach sportif ou toute autre position de pouvoir. Ça peut être aussi un supérieur hiérarchique, ça peut être dans le milieu du travail. Mais anciennement, c'était une circonstance aggravante, et il suffisait que la personne se trouve dans cette position de confiance ou de cette position dominante, en fait, pour que ce soit pris en compte comme une circonstance aggravante. Ici, ce n'est plus le cas. En tout cas, dans l'exposé des motifs, donc c'est le texte qui accompagne la loi et qui va être mobilisé par les juges et les avocats qui vont devoir interpréter la loi, eh bien, il est précisé qu'il faudra en plus que la personne, que l'auteur présumé ait utilisé sa position. Sinon, ce n'est pas une circonstance aggravante si évidemment il n'a pas utilisé sa position pour séduire son élève. Donc c'est aussi un déni de réalité, parce que évidemment que quand on se trouve dans une situation de pouvoir, même si la personne n'a pas l'intention d'utiliser sa position de pouvoir, c'est quelque chose qui joue de fait parce que c'est là. Donc c'est une aggravation claire aussi de la difficulté pour faire condamner les auteurs. Je veux dire, la victime va devoir prouver qu'il a effectivement utilisé sa position. Donc le présumé auteur pourra dire « mais non, moi je n'ai pas utilisé ma position, moi j'étais simplement amoureux, je l'ai vu, j'étais bras verts avec mon élève, mais c'était en dehors des heures de cours, donc en gros je n'ai pas utilisé ma position de confiance ou d'autorité ». Et donc, ça veut dire que ça va être, dans énormément de cas, dans la plupart des cas, impossible à prouver pour la victime. Donc, ça veut dire que le législateur considère que, dans ce cas-là, ce n'est pas grave, en fait, s'il n'a pas utilisé sa position pour se rapprocher d'une personne, disons, d'un niveau inférieur, ou en tout cas qui est sous une forme d'autorité. Alors, pour les personnes vulnérables, c'est le même type de problématique qu'on relève. Donc, c'est le fait qu'il ne suffit pas qu'une personne soit vulnérable. Une fois de plus, il faut que sa vulnérabilité soit manifeste ou connue de l'auteur. Et donc, puisque en plus l'auteur il doit agir volontairement et en connaissance de cause, évidemment qu'il va dire qu'il ne savait pas que sa secrétaire avait des problèmes financiers, qu'il ne savait pas qu'elle avait un handicap parce que c'était un handicap psychiatrique, ou qu'il ne savait pas un certain nombre de choses, qu'elle était mal parce qu'elle était âgée, ou qu'elle elle est jeune, oui, mais c'est pas un handicap quand même d'être jeune. Enfin, bon, donc dans ce cas-ci, c'est la même chose en fait. On sent vraiment que le texte, il est pas parti de la position des personnes
des victimes, il n'est pas parti des problèmes de terrain. Ce texte-là, il est parti de la position des possibles auteurs et qui se sont dit, bon, ben, on va quand même pas prendre le risque de les condamner parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas fait exprès ou ils ont quand même bien le droit d'essayer de tenter leur chance, même si elle est beaucoup plus jeune. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de raison. Donc, il y a, de ce texte, il ressort vraiment une méconnaissance des problèmes de terrain et une aggravation de la protection des auteurs. Donc, c'est évidemment très grave. Alors, je n'ai pas regardé le temps. Alors, oui, pour le reste, c'est vrai que je vais peut-être aller un peu plus vite parce que ce sont des choses qui entre guillemets, concernent moins de vous, même si elles sont très, très, très importantes. Donc, par exemple, pour le proxénétisme, il est défini comme uniquement dans le cas où on en tire un avantage anormal de la prostitution d'autrui. Et donc, évidemment, ça pose énormément de problèmes puisque ce qui est anormal ou ce qui ne l'est pas, ben, c'est déjà le cas dans le proxénétisme immobilier, c'est quasi impossible à prouver. Et alors, ça va évidemment fragiliser tous les dispositifs qui sont liés à la traite des êtres humains, puisque c'est lié aussi à cet avantage anormal. Alors, la réforme définit aussi des nouvelles infractions dans ce domaine-là, comme l'abus aggravé de la prostitution et l'abus aggravé de la prostitution en bande. Et ces infractions-là, qui sont nouvelles et qui en fait recouvrent les mêmes choses que la traite des êtres humains, ben, on se demande bien à quoi elles servent, puisque c'était déjà possible de poursuivre les auteurs sans avoir besoin de ces infractions-là. Mais alors, plus grave que ça, ces nouvelles infractions-là qui font double emploi et qui n'ont pas tellement de sens, mais elles existent, donc on pourra les utiliser, mais elles ne permettent pas la protection des victimes de la même manière que le dispositif traite. Et particulièrement pour les personnes sans papier, elles ne seront plus protégées et donc elles seront expulsées sans autre forme de procès. Donc évidemment qu'on peut comprendre que les personnes dans ces situations-là vont hésiter à 2 fois avant de dénoncer leur proxénète ou tout leur réseau de traite. Alors, donc c'est extrêmement grave par rapport au fait que les personnes dans le dispositif traite pouvaient récupérer un droit au séjour et être protégées efficacement. Alors, pour l'autorisation de la publicité, je vais passer plus vite là-dessus, mais le fait d'autoriser quelque chose en soi, c'est déjà étrange dans une loi, puisqu'en général, les lois, elles interdisent certaines choses et elles sanctionnent. Donc une loi qui autorise, on se demande quand même comment le législateur en arrive là, mais surtout quand il s'agit d'autoriser la publicité pour la prostitution, alors qu'elle n'était pas interdite en soi avant, et qu'on va la limiter à ses propres services sexuels, alors qu'on sait que la plupart des annonces actuelles, elles sont prétendument pour ses propres services sexuels, alors que c'est généralement des gens qui sont dans la traite qui mettent ce type d'annonces, et lorsque la loi le prévoit. Donc on est déjà en train de prévoir que la loi va gérer, va définir la manière dont la publicité pour la prostitution pourra se faire. Alors, il reste encore quelque chose d'important, enfin qu'on a estimé important, même s'il y en a plein d'autres, hein, mais dans le fait aussi de permettre, c'est aussi une fois de plus la loi, dans ce cas-ci, elle n'interdit pas des choses, elle permet. Elle permet l'échange d'images à caractère sexuel entre mineurs de plus de 16 ans à partir du moment où il y a un consentement. Donc, dans les faits, c'est une autorisation que le législateur s'est senti obligé de donner.
et qui va particulièrement toucher une autorisation par rapport à l'image du corps des femmes, puisque majoritairement, c'est des images du corps des femmes qui sont échangées dans ce type de film et qui portent à conséquence, puisque certaines personnes vont jusqu'à se suicider une fois que leurs images se sont retrouvées dans des endroits très, très difficiles, comme sur les réseaux sociaux. Mais à partir du moment où on autorise ce type de choses dans le cas où il y a un consentement, comment est-ce qu'une victime va pouvoir prouver qu'elle n'a pas consenti? Comment est-ce qu'elle va pouvoir prouver que si il y a une infraction si la personne, si le petit ami ou l'ex-petit ami diffuse vers d'autres ces images? Comment est-ce qu'elle va prouver que son ex-petit ami a montré les photos à toute la classe sur son GSM? Comment est-ce qu'elle va pouvoir arrêter ce genre de choses? Parce que c'est ça aussi, ici, une fois de plus, on n'a pas prévu comment est-ce que concrètement la victime va pouvoir s'en sortir, va pouvoir arrêter le phénomène et va pouvoir le faire sanctionner. Donc c'est une fois de plus la problématique ici, puisque il y a un problème de preuve. Alors, donc voilà, notre problème de base, c'est vraiment qu'une législation doit régler des problèmes de société. Donc la violence à l'égard des femmes, les violences sexuelles à l'égard des femmes, qui est un problème grave dans le monde entier, mais en Belgique aussi, que pour régler ces problématiques, là, il faut partir des situations concrètes des victimes. Et que si on ne le fait pas, si on part du point de vue des auteurs, on ne sait pas construire quelque chose qui soit vraiment efficace. Et donc ça n'a pas été le cas, et on le retrouve concrètement, précisément, dans le texte même. Alors, par rapport à l'impact sur les femmes et les hommes, donc normalement, maintenant, le législateur est censé faire un test genre pour voir s'il n'augmente pas le déséquilibre entre les femmes ou les hommes en faisant sa loi. Et donc même ce test-là, il est fait, je dirais, n'importe comment, en fait, puisque l'analyse genre dit que la composition sexuée des auteurs et victimes d'infractions sexuelles n'est pas connue et qu'il n'existe pas de différence entre la situation des femmes et des hommes dans la matière des violences sexuelles. Donc, alors qu'on sait que 98% des auteurs sont des hommes, c'est quand même fameusement culotté d'écrire ça et puis de demander aux associations de femmes par après de dire « Ah tout compte fait, c'est pas si mal que ça parce qu'on parle de consentement et de l'inceste ». Donc voilà, pour nous c'est dramatique et ce test genre montre de manière très claire la manière dont le projet de loi a été construit, mais tous les éléments qu'on peut analyser point à point par rapport à des situations concrètes et par rapport à comment est-ce qu'une victime va pouvoir s'en sortir, le confirment. Je veux dire, on ne sait pas construire un texte égalitaire avec des personnes qui ne pensent pas comme ça. Avec une société patriarcale, elle produit des éléments qui déséquilibrent les choses. Et donc, d'autant plus nécessaire de co-construire ce type de réforme avec les personnes concernées. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'en tant que réseau d'associations, on demande que la réforme soit gelée, qu'il y ait une reprise du travail avec la société civile et qu'elle soit pensée à partir des problématiques de terrain, des situations réelles dans lesquelles se trouvent les victimes. Je vous remercie de votre attention.